Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! C'est un sujet tabou qu'on ose à peine évoquer dans nos sexualités qui pourtant est très présent, notamment chez les femmes. Le fait de faire l'amour sans en avoir envie. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce que ça dit de notre sexualité et comment faire comprendre à notre conjoint cette réalité ? Mais surtout, comment on sort de cette spirale infernale où le plaisir et le désir ne sont plus présents. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Maëlys Castet qui est sexologue et l'autrice du livre « Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore ». Maëlys vous prend par la main, vous fait déculpabiliser et vous emmène dans un pays où le sexe c'est du plaisir et non une corvée. Une petite claque qui remet en question nos automatismes, nos façons de voir les rapports intimes et notre envie d'avoir des rapports charnels. Je voulais vous souhaiter la bienvenue si vous venez de découvrir ce podcast parce que au hasard, on vous a envoyé l'épisode. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est inonder vos groupes WhatsApp. Le monde a besoin de plus de plaisir et moins de corvée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Maëlys, bonjour. Bonjour. Ça va ? Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi. J'ai adoré lire ton livre qui est ici. Si vous nous regardez sur YouTube, je vous le montre. Vraiment, Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore. Juste déjà le titre, vous avez compris. On va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes et de couples en général. Mais moi, j'ai une petite première question, puisque en lisant ton livre, j'ai découvert que tu as été kiné avant d'être sexologue. Pourquoi est-ce que tu as changé de voie ? En fait, j'ai changé de voie parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que si j'étais allée vers ce métier, c'était pour travailler sur les séquelles traumatiques des violences intentionnelles. Que donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était quelque part comment, à travers le corps, réparer, enfin, à travers le toucher, à travers réparer les corps, mais aussi la psyché. Et donc, en fait, je me suis orientée plutôt vers le féminisme, le planning familial, la victimologie, et ça avait plus de sens pour moi. Parce que quand tu étais kiné, tu trouvais pas assez de satisfaction dans ce que tu pouvais permettre aux patients d'avoir en fait, c'est très découpé en fait. Il y a surtout quand on est dans le milieu hospitalier, il y a les psys, il y a les kinés. En gros, c'est je m'occupe mécaniquement de la réparation du corps et il y a pas beaucoup de. Enfin, c'était difficile en tout cas là où j'étais de faire le lien entre toutes ces parties des gens. Et donc ça me paraissait pas assez. C'était pas enrichissant. C'était limitant, en fait, dans la pratique. Et pourquoi sexologue, alors ? Pourquoi sexologue ? T'aurais pu aller choisir une autre voie pour aider les femmes. Justement, parce que la sexualité, c'est vraiment l'espace dans lequel peuvent avoir lieu les violences et donc qui peuvent laisser des séquelles. C'est-à-dire que ça peut à la fois être un espace de joie immense et de partage et de vie vivante et en même temps... force est de constater que dans le monde actuel, c'est plutôt un lieu dans lequel ont lieu des violences. Donc, il y avait beaucoup de choses à réparer. Et comme moi, j'avais vécu un peu l'un et l'autre, c'était assez clair pour moi que les relations hétérosexuelles notamment, parce que étant hétérosexuelle, c'était le vécu que j'avais. Et du coup, en accueillant des femmes au planning familial notamment, ça devenait de plus en plus évident que voilà, les femmes, elles sont jamais plus en insécurité que chez elles. En fait, même si c'est pas drôle dans la rue ou dans l'espace public, mais en fait, qu'il y a plein de violences qui sont perpétrées dans le foyer et que ça, c'était quelque chose dont j'avais envie de m'occuper. Que ça avait du sens puisque ça résonnait avec mon histoire et que ça me paraissait être vraiment un endroit où on pouvait changer les choses et s'émanciper.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste d'être sexologue? Parce que peut-être qu'on n'est pas tant que ça à avoir un jour consulté un ou une sexologue. Donc, il y a peut-être un peu de mystère autour de ton métier. C'est vrai, ça peut être beaucoup de choses à la fois parce qu'en fait, c'est un métier qui est pas vraiment réglementé et qui du coup évolue beaucoup dans les dernières décennies notamment. En fait, toi, tu peux être sexologue demain si tu veux, c'est pas un titre protégé. Ok. Donc c'est particulier parce que ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi, on va dire. Et donc en fait, quand on est soignant, notamment quand on a été kiné ou quand on est psycho ou quand on est sage-femme, on a accès à un diplôme universitaire qui est en 3 ans, mais qui en fait est vu comme une spécialisation. C'est-à-dire qu'en France, sexologue, c'est je suis kiné et peut-être je rencontre des femmes après pendant le postpartum qui ont des problèmes avec leur périnée, donc je me suis formée en périnéo et je vais aller faire sexo parce que du coup ça va me donner des billes en plus, mais je vais retourner dans ma pratique de kiné qui bosse en périnéo. Okay. C'est un peu pensé comme ça l'enseignement à la fac. Et pareil, si t'es sage-femme, et ben ça va t'aider, ça va être un plus. Et sauf que en fait, les personnes qui, par exemple, sont infirmières dans les centres de dépistage ou dans l'institution publique et qui vont faire ces formations, bon, elles retournent dans ces postes, mais il y a peu de postes. Donc, en fait, dans le public, il y a peu de postes de sexologue. Voire même, c'est une casquette en plus avec quelques heures en plus, mais c'est pas vraiment un poste de sexologue. Et pareil, conseillère conjugale, il y en a pas beaucoup. Donc, en fait, le libéral, enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de demandes que ce que le public peut offrir. Et d'ailleurs, c'est un des endroits où il faudrait militer. C'est pour qu'il y ait plus d'accueil dans l'hôpital, dans les différentes structures publiques. Mais du coup, en libéral, il y a plein de demandes. Donc, en fait, on est beaucoup de sexologues à recevoir et en fait, à faire un boulot qui est proche de suivi des psys. Voilà, et en fait, du coup, c'est de la thérapie par la parole, on va dire, sauf que, dans l'idéal, c'est des thérapeutes qui font le pont avec le corps, parce qu'on peut pas travailler ni sur le trauma, ni sur l'érotisme, en faisant comme si on n'avait pas de corps. Donc, ça concerne notre corps, c'est vrai. Voilà. Ton livre, vraiment, je le redis, c'est une pépite. La façon dont t'écris, c'est tellement mordant. Je reprends les mots aussi de Victor Toyon qui a écrit une petite préface là sur le livre. C'est drôle, c'est pertinent. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es mise à écrire sur le manque de désir des femmes? Je mets des guillemets sur ce que ça veut dire. Je me suis mise à écrire dessus parce que ça revenait tous les jours et que j'en avais ras-le-bol. Enfin, il y avait un côté, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Donc, il faut le one-to-one, ça va pas assez vite. Il faut s'occuper de ces femmes par groupe. Il faut en parler. Donc, voilà, c'était tout le temps là, en fait. Il y a eu une période, alors c'est pas tout le temps le cas, mais là, il y a vraiment eu, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était vraiment plusieurs fois par jour, tout le temps, et c'était plombant. Donc je me suis dit, il y a un gros sujet. C'est quoi le motif premier de consultation en sexologie, en gros? Alors encore une fois, ça dépend vraiment dans quelle ville, est-ce que justement t'es dans une ville où il y a une offre à l'hôpital ou pas. Donc je pense pas qu'on peut vraiment parler, on peut considérer que sa pratique est représentative en fait mais par exemple, pour les hommes, on va dire, pour les hommes, ça va être dysfonction érectile et éjaculation rapide. Et pour les femmes, ça va être trouble du désir et dyspareunie, douleur vaginale à la pénétration. Ça va être les gros. Mais en fait, à côté, il y a tout un tas de questionnements sur, en fait, souvent autour de la norme. Donc, sur les fétichismes, les pratiques non pénétratives, le BDSM, etc. Il y a quand même pas mal de questions de fantasmes, d'urophilie, de je sais pas quoi, et je le vis mal, et donc je sais pas comment en parler à mes partenaires quand je les rencontre, par exemple. Donc, c'est assez varié, en fait, dans le rapport aussi à la masturbation, à la consommation compulsive de contenu pornographique. C'est très, très varié, en fait. Tu t'ennuies pas? On s'ennuie pas. Alors, le titre « Pourquoi les femmes se forcent encore ?» On le sait toutes, ça vient toucher une corde sensible et je pense que on peut toutes et tous à un moment, surtout toutes, se reconnaître dans ce phénomène-là, de se dire « j'ai pas vraiment envie mais je le fais », d'avoir un rapport sexuel. On a du mal à parler du fait qu'on a un peu tous et tous je dis tous mais non, que toutes plutôt, c'est plutôt féminin. On a ce rapport-là à la sexualité où voilà, on se dit allez, il faut bien y aller, même si là c'est pas trop mon désir. Pourquoi est-ce que c'est encore très tabou, ce non-désir? J'imagine qu'il y a plein de raisons. Déjà, pour revenir sur tous et toutes, je pense qu'il y a des tous, mais que ça relève pas du tout des mêmes mécanismes et que c'est pas aussi lourd. C'est-à-dire que oui, dans les études, en gros, vous est-il déjà arrivé d'avoir des relations sexuelles sans en avoir envie? Dit comme ça a pas l'air très impliquant. C'est un peu genre, on peut répondre oui à la question.
en l'ayant fait 3 fois, en ayant un peu la flemme ou en n'étant pas hyper motivé, ce qui est pas du tout ce que moi j'observe. Donc je pense que les chiffres pourraient donner à penser que les hommes aussi, et c'est vrai que les hommes aussi dans une certaine mesure, mais c'est quand même un phénomène que quand ça devient douloureux, problématique, qu'on retrouve surtout chez les femmes. Et pourquoi c'est tabou d'en parler? Tu vois, c'est en lisant ton livre, on le sait, et puis moi ça m'a fait réfléchir aux discussions qu'on peut avoir sur la sexualité avec des copines. On parle pas vraiment de ça, alors que je pense que si on se pose toute la question, il y a eu un moment où on l'a fait alors qu'on voulait pas. Je crois que c'est un peu honteux, surtout quand on est féministe. Je pense que il y a de ça, il y a de la honte à admettre que à cet endroit-là, alors qu'on se raconte pas qu'on se raconte, mais alors que sur plein de points et plein de plans de sa vie, on s'est prise en main, on est entreprenante, on est indépendante, et ben là-dessus, quelque part, on cède quelque chose de soi où on devient un objet, en fait, où on lâche son corps, où on cède son corps à quelqu'un et où, en fait, quelque part, on n'a pas tenu sa limite. Et ça, c'est dur à avouer, je pense. Et il y a aussi une partie, sûrement que tu expliques dans le livre où c'est tellement admis de manière sociétale que la femme, quelque part, doit quelque chose à l'homme dans la sexualité, qu'il y a des femmes qui ne remettent même pas en question le fait que c'est pas normal de faire l'amour sans désir. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. C'est des personnes qui n'identifient même pas comme étant du sexe sans envie, de le faire sans envie. C'est ça qui est absurde. Et d'ailleurs, on voit dans les chiffres, là, la dernière étude qu'a fait elle, en fait, c'est plus important chez les jeunes, le phénomène d'autoforçage, que chez les personnes de plus de 65 ans. Mais moi, je le lis comme, et d'ailleurs, je pense que le mec de l'IFOP qui a suivi l'étude disait à peu près la même chose, qu'elle n'identifie leur définition de ce que c'est que le sexe tolérable ou le sexe normal inclut tellement peu de joie et d'exigence que en fait c'est difficile pour elles d'identifier même les moments où elles se sont pas posé la question, en fait, parfois de toute leur vie. Alors tu dis dans ton livre, tu parles de SSE, sexe sans envie. C'est comme ça que tu définis cette pratique, qui en fait est une pratique en fait en soi, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont a un dans comportement très répandu. Ouais. Dans un couple hétérosexuel, font l'amour sans avoir envie parce que on leur a expliqué que fallait être gentil, fallait pas se rebeller. Il y a aussi cette partie automatisée de certaines femmes dont tu parlais qui, si on a envie, on est sale. On est de mauvaises mœurs ou oui, c'est pas le admis. truc de la putain la maman ou la vierge la putain, et où effectivement les femmes elles sont dans des injonctions un peu contradictoires qui sont depuis la révolution sexuelle, il faudrait être épanoui sexuellement, ce serait même mauvais de pas l'être, on serait une coincée. Et en même temps, dès que on assume sa sexualité ou ne serait-ce que de la sensualité, on est renvoyé au fait que c'est mal. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu illustres tes exemples dans ton cabinet? Donc, tu parles de vide-couille, garage à bite, boîte à foutre. Excusez-moi si je... Sac à foutre, je pense. Sac à foutre, j'ai dit. Excuse-moi, j'ai mal. Pourquoi est-ce que tu as utilisé des images aussi fortes pour parler dans ton livre? Parce que vraiment, c'est mordant. Ton livre, on le lit, on se prend des mots au visage, en fait, vraiment, de manière assez brute, mais pour dire une réalité qui est moins marrante. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que moi, la situation de ces femmes m'impacte très violemment. Je trouve ça assez brutal, en fait, de les voir banaliser à ce point-là leur situation et ne pas faire le lien à ce point-là entre les pratiques, comme tu dis, de SSE qu'elles ont et les conséquences souvent graves qu'il y a sur leur santé. Et du coup, de pas du tout mettre l'un et l'autre en relation. Donc quelque part, il y avait un côté, il faut quelque chose pour réveiller les gens, les lecteurs, les lectrices et ces femmes-là, en fait. Et du coup, expliciter ce que moi je perçois derrière. Parce qu'en fait, elles vont pas se décrire comme ça. Sauf parfois, comme je le décris Madame Videcouille, qui dit elle-même, on est des vides-couilles, on a toujours servi qu'à ça. Regardez-moi, si c'était pas par besoin qu'il avait envie de faire du sexe avec moi, moi, il me baiserait pas parce que je vaux pas un clou. Donc parfois, elle est explicite, cette brutalité, mais parfois, c'est plus ténu que ça. Et je trouvais qu'il fallait un peu, parce que c'est quand même là, on voit quand même cette espèce d'abandon d'elle-même et de mépris d'elle-même, et du coup, le fait de se confier à l'autre comme un objet, comme une vaginette, en fait, faut le dire. C'est de ça que ça relève, et pas continuer à laisser les choses se faire comme si c'était sans conséquence. Tu notes quand même, parce qu'on parle de sexe sans envie, qu'il y a une différence entre
se motiver parce que là on n'était pas trop câblé pour ça, mais ça va aller si on le fait, et vraiment se forcer avec aucune envie derrière qui va arriver à un moment ou à un autre pendant la relation sexuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut vraiment dire selon toi dans ton livre, le sexe sans envie? Ça englobe quoi comme critère? Le sexe sans envie, c'est le sexe qu'on fait pour tout un tas de raisons qui sont complètement extérieures au plaisir. Donc en fait, c'est-à-dire à la fois, je vois pas de problème à faire du sexe pour se détendre, pour se désennuyer, mais même pour gagner de l'argent. Il y a des gens, instrumentaliser le sexe. Je vais pas juger s'il y a des gens qui ont besoin de le faire. Je comprends, mais en fait, je trouve pas ça souhaitable. C'est-à-dire que il y a des soignants qui disent en gros, et l'appétit vient en mangeant. Et c'est pas grave finalement si on n'a pas envie au début, parce que ça vient si les conditions sont suffisamment réunies, sauf qu'elles sont souvent pas réunies en fait, les conditions, pour que notre système de récompense, qui est la petite machine à l'intérieur de nous qui fait que quand un truc est sympa, on a envie de le refaire, s'enclenche. Et donc en fait, ce que je constate, c'est que moi je veux bien croire que, en plus, je parle d'une sexologue qui s'appelle Rosemary Bason et qui en gros liste les raisons non sexuelles pour lesquelles on pourrait avoir envie de faire du sexe, et elle cite notamment accroître sa tolérance aux défauts de l'autre. Franchement, c'est pas une super raison de faire du sexe, je trouve. Et donc, en fait, le SSE, c'est le sexe qu'on fait pour tout un tas de raisons, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas vraiment la question, mais qui ont des conséquences négatives sur la santé à moyen long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, elles vont évaluer que c'est moins coûteux de dire oui. Mais en fait, à la limite, si quelqu'un a envie de faire du sexe sans grand enthousiasme et que ça n'a pas de conséquences sur sa santé, bon, pas grave, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que après, elles ont des douleurs, voire du vaginisme, c'est-à-dire que la pénétration est plus possible, elles font des dépressions, de toute façon, ça détériore la relation avec leur partenaire parce qu'en fait, elles ont un genre de rancœur vis-à-vis de cette personne qui, en fait, ne les respecte pas, ne tient pas compte de leur nom quand elles le disent quand même. Donc, en fait, souvent, quand on creuse, c'est pas de la motivation, c'est de l'autoforçage. Mmh. Et est-ce que tu arrives dans ton cabinet, dans ta pratique, dire bah là potentiellement c'est une violence sexuelle, ou est-ce que c'est pas entendable pour certaines? Alors parfois moi je l'identifie comme des violences sexuelles, mais elles sont pas encore capables de l'entendre et il faut un peu de temps pour qu'elles puissent l'entendre, en effet. Il y en a pour qui c'est même pas envisageable? Ah oui, il y en a, ça les braquerait tout de suite et elles partiraient en fait. Donc il faut se mettre à côté d'elles, essayer de voir le monde selon leurs lunettes et avancer petit à petit pour élargir un peu leur champ de compétences à dire, à identifier qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est mes limites, qu'est-ce que c'est mes besoins, comment je peux me positionner pour préserver mon intégrité. Voilà, ça c'est un long chemin parfois. Tu disais que à court terme les bénéfices sont là, de se dire je me force et on verra plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'on se force en fait? Ça vient d'où? Ça vient de loin, ça vient de très loin. Déjà, ça vient d'une culture, je vais pas refaire l'histoire du patriarcat, mais ça revient de millénaires. Mais par exemple, ce qui est notable, c'est que déjà il y a 2 siècles, dans le code du mariage, il y avait la question de dette conjugale, et qu'aujourd'hui on galère encore à faire reconnaître le viol conjugal et à établir que le devoir conjugal ne devrait pas être un concept qui est mobilisé par des juristes pour faire gagner des procès à des gens qui se plaignent de pas avoir que leurs femmes leur fournissent pas des prestations sexuelles. Donc c'est enraciné dans une culture sexiste, on va dire ça comme ça pour utiliser des grands mots. Et tout ça, cette culture sexiste notamment, favorise des représentations et des croyances que les femmes notamment, mais que les hommes aussi, ont en tête sur ce que ça doit être la sexualité et sur ce que doivent les femmes en termes de sexualité, ce qu'elles doivent être et ce qu'elles doivent fournir, justement. Et donc, comme elles ont ça en tête, elles agissent en fonction notamment de cette croyance que les hommes auraient des plus grands besoins et que ce serait à elles de satisfaire ces besoins. Et donc, ça fait que déjà, elles se racontent, dès lors qu'elles ont plus de désir ou moins, qu'elles sont coupables. Donc, il y a beaucoup de culpabilité qui est associée à ça. Se rajoute à ça, en tout cas parallèlement, les questions, encore une fois, de sexisme expliquent que la socialisation des uns et des autres soit pas la même et que les femmes soient préférentiellement invitées à privilégier les besoins des autres aux leurs. Notamment parce que c'est elles qui sont invitées à être mères, à être infirmières, à être maîtresses. Enfin, il y a toutes ces représentations sur ce que doit être une femme qui, en fait, sont agissantes et poussent les femmes à avoir des comportements, c'est très concret, en fait, à avoir un comportement ou un autre, et notamment
à privilégier, enfin à faire passer les besoins de l'autre avant les leurs, et donc d'être des gentils et donc de pas faire souffrir, et donc si leur partenaire exprime sa frustration comme étant mu par comme ayant comme source un besoin, alors là ça les fait tout de suite mettre du côté de il faut y répondre quoi. Donc la pire ennemie des femmes, c'est la culpabilité, parce qu'à tous les embranchements de tout, il y a de la culpabilité. Donc en fait, elles s'y mettent en se disant oh là là, il y a plein de raisons en fait, il y a aussi de la peur, comme je l'explique dans le livre, comme la prévalence des violences sexuelles est pas négligeable, en fait, quand elles arrivent en couple, il y a déjà un certain nombre de femmes qui ont vécu des violences et qui donc du coup ça a un peu cassé leur capacité en fait à dire non ou à se préserver, à préserver leur intégrité physique et psychique et leur estime d'elles, et que pour pouvoir dire non, il faut avoir de l'estime de soi. Aussi, toute cette socialisation invite les femmes à craindre ou à se méfier du caractère prédateur des hommes. Donc en fait, quand on a été mise en garde depuis l'enfance en fait ou l'adolescence contre la dangerosité des hommes qui ont des besoins sexuels et des pulsions, etc. On n'arrive pas dans la sexualité avec la même légèreté. Et donc si en face et en plus on leur raconte que c'est au mec de prescrire le scénario, en gros, de définir à quoi ça va ressembler, que ce soit dans les films où on voit les femmes plutôt passives, comme en plus il n'y a pas de discussion dans les films entre les gens, l'homme sait et il déroule un scénario. Donc elles suivent un peu ce qu'on leur propose. Donc pour peu qu'on leur raconte, pour qu'en face leur premier, leur second partenaire leur vendent ce truc de quand on fait pas l'amour, moi j'ai mal aux testicules, je vais hyper mal, ou qu'ils deviennent agressifs, ça va renforcer cette idée que c'est coûteux de dire non et qu'il vaut mieux peut-être, si on veut pas se faire quitter, si on veut avoir la paix et pas passer un week-end horrible, plutôt c'est moins coûteux, surtout si ça dure pas très longtemps, passer à la casserole et passer un bon week-end. Est-ce que le sexe sans envie, ça se retrouve dans les couples gays, ou c'est vraiment quelque chose de très hétéronormé? Non, ça se retrouve dans les couples gays aussi, hein. Ça prend pas la même forme, notamment chez les lesbiennes, où en fait souvent, encore une fois, hein, selon où on habite en France, dans quel contexte on fait les consultations, on n'a pas les mêmes profils. Donc c'est pas pareil si on est sexologue dans une PMI où il y a plein de femmes excisées, des mariages forcés, que si on est à Levallois-Perret, où je sais pas, c'est très varié. Donc je suis pas forcément représentative de tout, mais dans mon expérience, les lesbiennes par exemple, ça va plutôt être, elles vont avoir des problèmes de désir mais pas se forcer. Donc il va plutôt y avoir de l'éloignement. En fait, il y a plusieurs moments de ce cercle vicieux, et parfois on trouve plutôt juste l'éloignement. C'est-à-dire que à force d'éviter les rapprochements parce qu'on n'a pas de désir, ou en tout cas pas le désir de telle ou telle pratique, on va s'éloigner, donc l'autre va se sentir rejeté, donc il va lui aussi arrêter, lui ou elle va arrêter de faire des tentatives de rapprochement, et donc ça va plutôt être une perte comme ça de proximité. C'est ça que j'ai plus constaté. Voilà, mais ça existe aussi, hein. Ce qui est très dur, mine de rien, dans ton livre, et sous couvert de tout l'humour que tu y mets et de moments où on est un peu choqué, c'est de voir aussi parfois la violence avec laquelle certains partenaires hommes sont incapables de voir en fait, qu'ils font du mal en face. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait autant de déconnexion avec leurs actions dans leur vie sexuelle face à leurs femmes? Voilà, aussi je pense qu'il y a une grosse part de la socialisation genrée. Donc ça, c'est-à-dire que si on invite les hommes, en tout cas les petits garçons, à se couper de certaines émotions, si on les dissuade de regarder en face quand ils font quelque chose de honteux, de regarder en face la honte, la vulnérabilité, les échecs, et qu'il faut plutôt faire comme si ça n'existait pas, et parce que sinon on n'est pas un homme, on n'est pas dur, on n'est pas... du coup, en fait, si on merde, on n'est pas forcément capable de revenir en parler. Si l'autre nous fait des demandes ou n'arrive pas à les faire, on n'est pas capable de détecter le langage non verbal et paraverbal, qui est quand même plus de 80% de la communication. Donc en fait, si on s'en tient à un oui, un non, qu'en plus on a un peu forcé, et que c'est au bout de 4 non qu'on obtient un oui, mais que on n'a pas fait tout ce travail sur que du coup on n'a pas vraiment développé sa capacité à l'empathie. Il y a tout un tas de choses dans la socialisation des hommes qui les aident pas
à devenir des personnes, des partenaires émotionnellement bien câblés, en fait. Et c'est pas pour excuser, ou c'est juste que, voilà, les explications sociologiques sont celles-là, sont que comment on a vécu pendant 10, 15, 20, 30 ans fabrique qui on est à 30, 40, 50 ans, et ça met du temps à être déconstruit. Est-ce que ça t'arrive des fois dans ton cabinet de recevoir des hommes qui du coup prennent conscience et réalisent ce qui vient de se jouer en fait? Notamment, alors parfois c'est un peu violent parce que je pense à un patient qui s'est mis à dire mais alors ça fait 18 ans que je te viole. Donc j'imagine même pas ce que ça doit faire comme déflagration à l'intérieur, parce que sa partenaire venait d'avoir des réminiscences de violences sexuelles et donc tout d'un coup ne voulait plus entendre parler de rien de sexe. Donc voilà, ça c'est des choses à travailler. Je pense aussi à un homme qui s'est rendu compte, notamment un livre que je prête parfois, c'est Au-delà de la pénétration de Martin Page, parce qu'il permet un peu de déconstruire justement toutes ces injonctions qui sont faites aux hommes. Alors c'est encore une fois très cliché de parler de l'injonction à la performance, mais c'est quand même globalement ça, c'est-à-dire je dois être un Robocop du cul et je dois performer, tenir mon érection longtemps, dur, je dois donner des orgasmes. Maintenant il y a ça aussi comme injonction. Donc en fait et encore une fois dans un script sexuel comme le nomment les sexologues, où c'est à l'homme de tout mener de A à Z. Donc en fait de bonne foi les hommes cherchent comment faire, parce que ils ont capté que ça va être à eux de tout dérouler. Ils se retrouvent face à des femmes passives qui proposent rien. Encore une fois, c'est pas pour chercher des fautes, mais de fait, c'est ça que produit la socialisation des hommes et des femmes. Et donc, ils ont comme modèle le porno, les représentations cinématographiques. Et donc, on leur dit prends dur et fort et tiens longtemps, et voire brutalise un peu parce que ça a l'air d'être ça que les femmes aiment. Fais-la crier fort, et pour ça, il faut bourriner fort et longtemps. Donc, en fait, ils sont un peu coincés. Donc, si ils se rendent compte qu'ils passent complètement à côté de la richesse de l'érotisme, parce que c'est ça qu'on fait comme travail, et ils se disent eux-mêmes, mais en fait, ce que je faisais, c'était de la masturbation dans ma compagne, en fait. Et ils se rendent compte de toute la richesse qu'il peut y avoir à élargir déjà à tout le corps et pas juste à leur pénis. Voilà, la stimulation, l'érotisme. Donc ils s'en rendent compte en consultation, notamment par des lectures, par des discussions, par justement une inscription de ce qu'ils vivent dans un contexte sociétal. Voilà, c'est beaucoup de contextualisation. Donc c'est possible. Tu utilises énormément de métaphores dans ton livre pour faire comprendre à tes patients et tes patientes ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, dans un cas où il y a du sexe sans envie et que le couple est là pour trouver des solutions, par quoi on peut commencer, et nous raconter une petite métaphore au moins dans celle que t'as qui pourrait les aider? Alors, je sais pas si je l'ai mise dans le livre, celle-là, mais il y a une métaphore que je trouve parlante, c'est celle du gâteau au chocolat. C'est-à-dire que pour expliquer comment ça ne peut pas venir en mangeant, justement. Si je te mets du gâteau au chocolat dans la bouche, alors que tu n'as pas faim, et je t'en mets souvent, et je te dis, mais si, regarde, c'est très bon, mais si, et puis qu'autour, t'as l'impression que tout le monde adore le gâteau au chocolat et en mange tout le temps, il y a peu de chances que, en fait, à mon avis, tu vas plutôt plus pouvoir en bouffer. Et ça, je trouve ça parlant pour les gens, parce qu'ils ont l'impression que en faire sans en avoir envie, ça va finir par faire qu'on en a envie. Donc ça, c'est une métaphore que je trouve parlante pour ce qui est du cercle vicieux, qui peut pas devenir un cercle vertueux. Et il y a une autre métaphore, donc c'est celle que je pensais, puisque toi qui es kiné et qui connais la blessure, oui. Tu parles de la blessure pour des couples qui veulent redémarrer sur quelque chose de sain, où l'envie va revenir. Tu leur dis que d'abord, faut arrêter. Donc ça, des fois, c'est dur à entendre pour eux. Et donc, tu as une super métaphore, je trouve, qui est parlante, peut-être parce que je suis journaliste en sport aussi, ça me parle. Mais je leur dis que c'est comme s'ils avaient une fracture au tibia, et qu'en fait, on peut pas cicatriser une fracture qu'on s'est notamment faite, sans doute parce qu'on ne savait pas bien faire du sport, en continuant à faire du sport pareil dessus. Qu'il faut d'abord enlever la charge et laisser cicatriser, mais que par contre, on doit faire de la kiné régulièrement, parce que sinon, le muscle va s'atrophier. Enfin, du coup, je file la métaphore. Mais que, en gros, moi, je vais leur proposer de la kiné. C'est-à-dire qu'on va arrêter pendant un certain temps de faire du sexe tel qu'on l'entend, parce qu'en fait, une des grandes réponses, c'est de déconstruire une idée rigide qu'on se fait de ce que c'est que la sexualité. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va faire de la kiné, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 rendez-vous par semaine, qu'on va prendre au sérieux, comme si on allait chez un vrai kiné,
où on va faire des rendez-vous corporels. Et donc voilà, du coup, je fais la rééducation avec eux et on se revoit et je leur dis vraiment, c'est sérieux, c'est comme si j'étais un chirurgien et que je vous prescris une radio ou un traitement. Si vous revenez et que vous l'avez pas fait, on peut pas voir si ça a changé, on peut pas voir si mon hypothèse était la bonne. Et souvent, c'est la bonne hypothèse parce que c'est super. En fait, ce cadre, il permet aux gens de, quelque part, éliminer justement les facteurs, les freins, c'est-à-dire ou tous les facteurs de stress, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir avoir du désir et du plaisir, il faut être en mode détente. Pour faire simple, on va dire que notre système nerveux autonome, il fonctionne en soit je suis en mode énergie mais stress quoi, soit je suis en détente et je peux pas avoir une érection si je suis en train de fuir un lion et je peux pas avoir du désir si je suis en mode panique et que j'ai 1000 trucs à faire. Donc il faut être en mode détente et souvent il y a plein de facteurs qui stressent les gens et qui font que du coup ils peuvent pas être disponibles à un moment d'intimité. Et notamment pour les femmes, l'appréhension qu'il faille aller de A jusqu'à Z et faire tout le coït, ou que sinon on va les culpabiliser. Pour les hommes, justement, je vais peut-être pas y arriver, mon érection va pas tenir assez longtemps, donc je stresse parce que j'anticipe, donc ça arrive, donc ça justifie que je me restresse encore plus et que du coup ça devienne chronique. Donc tous ces cercles vicieux, ou pareil, le cercle vicieux de se sentir rejeté et donc de plus prendre aucune initiative et de l'éloignement, toutes ces problématiques peuvent être résolues finalement par le même protocole qui vise à, en fait, on enlève tous les jeux du bac à sable et on vous met juste là à jouer avec du sable et après, on va rajouter des jeux au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, on va essayer de chercher ce qui permet à nos systèmes nerveux de passer un bon moment avec moins de choses. Même si au début ça a pas l'air sexuel, c'est-à-dire déjà on va avoir une approche sensorielle de nos corps. On va déjà voir ce qu'on peut trouver de sympa à explorer le corps de l'autre et le sien. Et ensuite on va rajouter des ingrédients. Quand je t'écoute parler, je me dis mais c'est vrai que pour nous les parents, c'est hyper dur parce qu'on est sous stress. Enfin, je veux dire, il y a un moment on est tout le temps sollicité par des enfants, potentiellement on a des nuits pourries, potentiellement en fait la sexualité c'est vraiment pas quelque chose qui est automatique, enfin qui va venir en priorité au vu de toute la charge qu'il y a derrière de s'occuper de jeunes enfants notamment, est-ce que ça demande comme intensité. Et donc pour arriver à être dans un moment où notre système nerveux il lâche, il souffle, déjà ça demande toute à repenser notre organisation de vie hors sexe en fait. C'est ça qui est fou je trouve dans la sexualité, c'est qu'on nous a vendu que la sexualité c'est déjà comme ça et c'est le point A au point B puis tout le reste n'a aucune incidence sur notre vie sexuelle. Alors que ce que t'expliques, c'est que si on n'est pas bien avec nous-mêmes et calme, on peut pas enclencher le bon processus pour en tout cas être épanoui. Ouais, c'est plus difficile. En fait, c'est possible, mais ça dépend un peu du background qu'on a. Si on a depuis tôt dans notre vie encodé que c'était quelque chose de chouette qui pouvait nous permettre de nous détendre encore plus, finalement, ça va être une porte d'entrée facile pour nous pour la détente. Mais s'il y a tout un tas de facteurs plutôt inhibants qui font que nos représentations sont négatives, on a eu des expériences négatives, la charge mentale est mal répartie les tâches domestiques sont pas prises en charge à égalité, donc la maternité aggrave notre fatigue, la médicalisation les violences obstétricales, la médicalisation de la grossesse, tout un tas de choses qui sont plus vécues par les femmes et qui du coup impactent leur sexualité après. C'est difficile, là faut sortir les rames pour en gros si je reprends mon truc, si on est là en stress, en machin, en fatigue, pour revenir ici, effectivement se raconter qu'on peut juste en un switch basculer, non, il y a tout ça à faire comme chemin. Ça demande beaucoup d'efforts en fait. Du coup pour revenir à une normalité un peu D'où l'idée d'élargir, d'assouplir la définition de ce que c'est que le sexe et de l'agrandir en parlant plutôt d'intimité. Parce que comme ça, c'est plus facile d'accès, en gros. C'est-à-dire que si j'ai un matelas de trucs sympas corporels qu'on partage et qu'on peut toujours faire et qu'il n'y a pas besoin finalement de beaucoup d'énergie pour le faire, des câlins, des bisous, des trucs, je vais avoir plus de mal à descendre en dessous et avoir à me hisser pour avoir ce que j'appelle le sexuel, quoi. Donc en fait, avoir plein de petits moments, de petits trucs qui sont en fait la base de la sexualité. Parce que qu'est-ce que c'est la sexualité ? C'est des ingrédients sensoriels. C'est je te renifle le cou, je te mordis l'oreille, je sens ton poids, je sens ton odeur. C'est tout ça qui fait que à un moment, ça nous plonge justement suffisamment dans un bain sensoriel pour qu'on puisse être dans l'instant présent. C'est vraiment ça en fait. On ne peut prendre du plaisir que si on est vraiment là où on est.
Et donc, il faut s'être débarrassé de tous les trucs, mais ça suffit pas de dire lâche prise, laisse tomber la liste de courses et tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut que notre corps vive des trucs sympas. Parce que si on est, je sais pas moi, face aux embruns, à la mer, devant l'immensité, si on est devant un feu, c'est des trucs sensoriels qui captent notre corps. Et ça nous met dans l'instant présent. Le sexe, il y a pas de raison que si on nous donne des mauvais trucs à manger sensoriellement, on ait envie d'y être en fait. Il faut que ce soit tous nos pores et nos capteurs qui soient contents d'être là en fait. Ce qui est fou, c'est que ça va tellement à l'inverse de toute la culture qu'il y a autour du sexe dans notre société, notamment à cause du porno. C'est pas du tout ça qu'on nous vend. Non. Comme scénario, comme tu disais, sexuel. C'est l'homme a envie, il va initier le rapport et ça se termine quand lui, il a éjaculé. Alors qu'en fait, eux-mêmes, ils bénéficieraient de cette sensorialité et de ça demande de prendre du temps aussi, j'imagine. Ça demande de prendre du temps, mais je vois pas bien comment on peut s'en sortir sans prendre ce temps. Il y a une phrase très belle que j'ai mis dans le livre d'Esther Perel qui dit « Si vous voulez pas que ce soit un truc de plus sur la to-do list, le sexe, ne le traitez pas comme tel. » Et en fait, c'est difficile à dire, encore une fois. Enfin, faudrait pas que ce soit une injonction de plus, mais c'est important de prendre du temps à deux. Même si il y a les enfants, etc. En fait, souvent, j'utilise la règle des 4 quarts. C'est-à-dire qu'il faut, même si c'est pas 25, 25, 25, c'est important qu'il y ait du temps à 3 ou 4, enfin, les parents, les enfants, du temps où il y a un parent qui est avec les enfants, comme ça, l'autre peut faire sa life. L'inverse, et un moment où les parents sont seuls, parce qu'il y a le couple amoureux et pas juste le couple parental. Et je sais à quel point c'est difficile à mettre en place, et tout le monde n'a pas des parents, enfin des grands-parents du coup, mais des parents, ou un réseau social autour d'eux qui peut aider sur ça. Mais si on peut prendre une nounou, etc., en fait, se raconter qu'on va pouvoir avoir de la sexualité alors qu'on a 2 enfants en bas âge, un métier prenant, une charge mentale énorme, comme quand on avait 18 ans et qu'on avait que ça à foutre, c'est en fait, c'est même pas que c'est présomptueux, c'est naïf. Enfin, je sais pas, c'est débile. Mais je pense quoi. qu'on est très naïfs, les parents. Mais je oui. pense qu'à un moment, on se dit, je crois, ça passe pas. Mais oui, du coup, on s'en demande on a trop, les mêmes en fait. attentes. Oui, exactement. Oui, c'est ça. On se demande des trucs, enfin, on exige de la vie plus que ce qu'elle peut nous donner, en fait. À un moment, tu choisis, et parfois, c'est ce qui se passe en thérapie. Je me rappelle d'une patiente, elle avait pas de désir, ils sont venus à 2, etc. Et en fait, tout le boulot a été de lui permettre d'assumer que non, elle avait 3 enfants, ils voulaient que leurs enfants vivent à la campagne, donc ils se tapaient 2 heures de trajet pour aller dans leur boulot en ville. Ils voulaient que leurs enfants mangent bien, donc ils prenaient pas, et encore une fois, tout ça, c'est super, hein. Ils faisaient eux-mêmes la cuisine, le bio, le truc. Génial. Et en plus, elle avait décidé de faire une formation parce qu'elle voulait pas négliger sa vie de femme, sa carrière, etc. Encore une fois, c'est super. Mais simplement, à un moment, faut assumer que tu préfères ça à autre chose. Et donc, que peut-être tu désires pas, tu priorises pas les choses de la même manière que ton ou ta partenaire. Et c'est là où c'est difficile, c'est de le tenir. C'est-à-dire, quelque part, la thérapie, elle a servi à lui permettre à elle d'assumer face à son partenaire. En fait, là, je crois que au moins pour cette année, c'est pas ma priorité de bosser là-dessus. J'ai envie de finir mon diplôme et j'ai envie de faire ma formation. Ça veut pas dire que plus tard, et évidemment, dans des cas plus extrêmes où c'est une personne qui fait un chemin pour assumer qu'elle est asexuelle, ça pose encore d'autres questions. Mais en fait, ce que moi je vois tout le temps, c'est que le chemin de la thérapie, c'est d'arriver à assumer, quel que soit ce qu'on a assumé, en fait. C'est-à-dire que d'assumer que, en fait, je veux pas de sexe et que du coup, je vais plus céder, ou d'assumer que, en fait, ce que tu m'offres ne me va pas et que du coup, je vais aller chercher ça ailleurs. Mais que souvent, ça assainit les relations, ne serait-ce que d'assumer une posture un peu solide. Parce que l'autre, comme ça, peut se positionner. Sinon, on a des trucs flous, où il y en a une qui cède, l'autre qui force un peu, et ça fait vraiment des dégâts. Et c'est vrai que on a des attentes qui sont irréalistes, en fait, parfois, de vouloir tout cocher les cases, parce que tu dis, il y a des injonctions aussi. Et on est nos propres ennemis, en fait. On est vraiment nos propres ennemis. Dans ça. Et pour un couple qui, justement, serait dans cette problématique-là, voilà, le désir est parti. Peut-être aussi, il y a eu peut-être des violences obstétricales, peut-être que le postpartum a été difficile, il y a eu des dépressions, peu importe la situation. Mais qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, le désir fait plus partie de l'équation. Et c'est pas d'arrêter de faire du sexe parce qu'on n'est pas dans la même configuration où on force. C'est quoi la première étape pour que le désir revienne? Comment tu fais? Dormir, j'imagine. Donc, tu vois, comment dans un couple tu remets ce désir au centre quand c'est une volonté des deux? En offrant du temps au désir, c'est-à-dire en passant des temps à deux. Et encore une fois, si tu crées ces espaces en te disant
s'il y a du sexe qui émerge de ça, bah tant mieux, mais peut-être que jouer au Monopoly, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, déjà des temps de partage. En fait, le désir, il vient du fait que l'autre, il me semble, ou il me semble plutôt que ce serait souhaitable que le désir naisse pas seulement d'une plastique qui devrait rester intacte et juste du visuel, mais de plein de choses et aussi de l'élan. Je pense que dans un couple à long terme, c'est bien que ça vienne de l'admiration qu'on a pour l'autre, d'un élan vers l'autre qui est plus global que juste est-ce que cette personne a mis de la lingerie ou est-ce que elle rentre bien dans du 36. C'est plus complexe que ça. Donc en fait, ça naît du fait qu'on partage des choses ensemble, qu'on est inspiré par l'autre, qu'on a au moins de l'estime et encore mieux de l'admiration. Donc en nourrissant ça, déjà on va vers le désir. Parce que si on partage rien, que on est fatigué, que on prend plus soin de soi, parce que, et encore une fois, on fait ce qu'on peut, mais que du coup on se néglige et c'est plus difficile d'avoir des élans vers l'autre. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Et encore une fois, dès qu'on a des enfants, c'est plus compliqué de proposer par exemple de pas vivre ensemble. Mais le fait d'être tout le temps collé, non, mais dans l'idéal, on devrait avoir une maison au milieu et chacun a sa maison et c'est la maison des enfants et on se rend compte, tu vois, ce serait bien d'avoir, je sais bien, je fantasme, mais parfois en fait, ce qui est bête, c'est que les gens, ils te disent, on n'a pas les moyens de prendre un petit studio pour souffler. Enfin, ils identifient qu'ils sont trop collés les uns aux autres et ils te disent, bah non, même prendre un Airbnb de temps en temps, on n'a pas les moyens. Sauf qu'ils finissent par divorcer et par devoir les trouver les moyens d'avoir 2 maisons. Tu vois, donc moi je pense que parfois ça vaudrait la peine de s'offrir une respiration, parce qu'après on se retrouve et parfois il faut pas grand-chose pour que les gens disent moi parfois ce qui se raconte le soir, moi ça me déprimerait, mais eux ça leur suffit au moins à se raconter, tu vois, parce qu'ils bossent pas au même endroit, il y en a un qui va à la bibliothèque de la ville, du coup ils se retrouvent, ils ont plus de trucs à se raconter, faut avoir des trucs à se raconter. Sinon, on est embarqué par les trucs de facture et de carottes râpées et de pédiatre et en fait, à quel moment on se désire? C'est une très bonne question. Que les parents d'enfants, de jeunes enfants se posent à mon avis très souvent. Et aussi parce que des fois c'est ce que j'appelle cette roue du hamster de la parentalité. Le temps il est très long et en même temps il défile très très vite et on n'a pas le temps de s'extraire et d'avoir ce type de pensée. Mais j'imagine que les gens, quand ils viennent déjà dans ton cabinet, ils ont déjà fait une partie du travail, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler sur ce sujet-là et essayer d'en prendre conscience, non? Pas toujours. Il y en a beaucoup qui viennent. Alors déjà, elles viennent seules parce qu'elles pensent que c'est elles le problème. Ok. Et elles viennent vraiment avec l'idée d'une réparation scotch. Vous allez me réparer ça vite fait au SAV et je vais refonctionner. Et à la limite, si vous avez une pilule à me donner, le travail, justement, souvent, faut l'aider. Alors, les gens ont identifié quand même qu'il y avait de l'éloignement, que ça avait détérioré la relation. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est parce que ça a des conséquences dans leur vie de couple, parce qu'en face, il y a des reproches, de la frustration qui alimentent l'idée que c'est elle le problème. Donc déjà, un début du travail, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que les deux sont concernés et que peut-être que c'est pas seulement lui qui a des besoins pas satisfaits, mais que elles ont peut-être aussi des besoins d'écoute, des besoins de considération, des besoins d'attention ou de soutien matériel qui sont pas satisfaits non plus, et que peut-être que c'est dans les deux sens en fait, parce qu'il y a vraiment cette focalisation sur les besoins sexuels comme si c'était ce truc de l'ordre de la pulsion qui est questionnable et qui en plus n'est pas nécessairement à résoudre par les femmes, alors que l'autre, il peut se masturber dans son coin. Moi, je milite pour la masturbation qui est une super variable d'ajustement pour décharger la sexualité à deux de toute cette contrainte, de cette coercition qui est pas compatible avec le désir, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que souvent dans ton cabinet, tu vois des femmes qui viennent parce que leur mari se plaint qu'il n'y a pas assez de rapport parce que soi-disant, ils ont des besoins. C'est ça. Et que soi-disant, il faut qu'ils déchargent. C'est ça. En gros. C'est ça. Et ils se sont jamais questionnés sur si c'était vrai ou pas vrai et s'ils pouvaient faire autrement. C'est ça. Alors, déjà, et surtout, alors moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on parle de besoins au sens où la sexualité est investie dans un certain nombre de fonctions. Comme la bouffe, comme n'importe quelle substance, on va passer son stress, et donc selon notre histoire et selon à quel moment on a croisé la masturbation pour régler un certain nombre de problèmes, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence, pour gérer ses nerfs, etc., on va encoder que c'est quelque chose qui nous détend, ou qui nous désennuie, ou qui nous déprime. Sauf que, en fait, on a fait ça tout seul dans son coin. Arriver dans une sexualité à deux, ça devrait changer la donne.
Mais je pense que la plupart des mecs qui se sont masturbés tout seuls se posent pas la question que c'est pas normal de continuer à se masturber dans sa femme, que ça change complètement les enjeux d'être à deux. Enfin, que ça devrait les changer. Qu'en fait, c'est la négociation de deux désirs et que c'est forcément plus complexe et que ça va forcément pas ressembler au truc hyper efficace qu'ils ont développé tout seuls. Et que si c'est ça qu'ils cherchent, elle existe encore leurs mains et ils peuvent encore se masturber. Mais c'est autre chose. C'est une expérience complètement différente de faire du sexe à deux. Enfin, ça devrait. Est-ce que quand tu préconiserais, quand on se met en couple, on doit avoir une discussion claire et nette de on aime quoi, on veut quoi, comment on le fait? Est-ce que les gens le font ou est-ce que tu t'en rends compte que dans les gens de le ta font tête, pas? Non, les gens le font pas. Mais moi, ce serait quoi idéalement? Qu'on en parle tout au long de la vie parce qu'en plus ça change. Enfin, qu'on en parle. On parle de, je sais pas moi, si tu m'invites à manger et que je te préviens pas que je suis végétarienne et que toi t'adores les steaks, je risque d'avoir passé une assez mauvaise soirée. Et donc en fait, si en plus je me sens pas légitime à dire parce que le végétarisme c'est quand même pas la norme, donc je vais pas le dire, je vais serrer les dents, je vais manger et puis je vais plus avoir envie de te voir parce qu'en fait j'aurais passé un mauvais moment et j'aurais eu une indigestion, donc je vais éviter. Voilà, par exemple, ce genre de métaphore, ça permet de. En fait, on peut pas deviner. Encore une fois, le script qu'on nous vend dans les films, c'est l'homme sait d'emblée ce que l'autre aime. Non, en fait, on aime. Il y a des gens, ils aiment. Ils fantasment de lécher. Ce qu'ils aiment, c'est lécher des pieds ou c'est qu'on leur interdise la masturbation. Il y a tout un tas de trucs qui existent et qui sont de l'ordre du sexe et qui en fait sont pas aussi normales, tranchées que ça. Donc ça demande à être discuté en fait. Et comment tu fais? Parce que comme évidemment le sexe reste très tabou. Quand t'es dans une relation où un des deux partenaires a trop de tabous autour de ce sujet, il ne peut pas en parler, n'est pas capable d'avoir ce type de discussion. Je dis aussi, il y a des femmes qui ont été câblées pour penser que c'est sale. Donc, comment t'inities ce type de conversation quand vraiment c'est juste pas naturel de base? On prend du temps, il y a des livres à lire, et encore une fois, ce protocole, moi, je le trouve vraiment super pour ça, parce que si on enlève la connotation sexuelle de ce qu'on propose aux gens, c'est-à-dire si on leur propose d'avoir des moments corporels en leur disant là, vous vous débarrassez de cette idée du sexuel, c'est-à-dire essayer d'avoir une approche ingénue, comme si vous étiez un bébé et que vous avez un hochet, quoi. Ça fait du bruit, ça se mâchonne, un truc un peu comme un rapport comme ça, très primaire, simple au corps de l'autre et au sien. En tout cas, moi, je crois que je mets toutes les chances de mon côté pour que les gens puissent s'autoriser à avoir du plaisir, mais un plaisir ingénu. Et après, on peut le réencoder comme étant quelque chose de sexuel. Mais à partir du moment où t'as senti dans ton corps que c'est juste sympa, qu'on te frôle, qu'on te masse, qu'on te mâchouille, qu'on te griffe, et que c'est sensoriel avant d'être connoté sexuellement, ça permet un peu et puis ça permet du coup d'en parler. Parce que le protocole, il oblige les gens à débriefer sur ce qu'ils vivent. Donc petit à petit, ça permet d'installer une culture de la parole sur ce sujet au milieu du sexe. Parce qu'au début, ça a l'air d'être des exercices un peu cadrés, mais ils doivent proposer des choses à l'autre et l'autre dit j'aime pas, plus à gauche, plus à droite. Et donc, on se retrouve, malgré soi, à parler. Et après, ça devient plus simple et souvent, ça donne lieu à des grosses discussions. Ils reviennent, les gens, au bout de 3 semaines et ils ont eu des discussions comme ils avaient jamais eu. Et les débriefs, ils les font avec toi ou c'est eux pendant leur à chaque fois, ils sont censés le faire à chaque fois. C'est-à-dire vraiment, l'exercice, c'est je te fais une proposition corporelle, comme si c'était un date et que je te rencontre pour la première fois et que du coup, je vais pas te dire que je suis passionnée d'histoire contemporaine parce qu'en fait, j'en ai rien à faire. Et si toi, t'aimes ça, je vais pas le dire parce que je crois que c'est ça que t'aimes, parce que je risque d'en bouffer pendant 20 ans alors que j'aime pas. Tu vois, c'est comme si je fais semblant d'aimer un ingrédient et qu'après, tu me le sers à chaque repas. Donc, je vais proposer, donc c'est ça que je leur dis, vous allez proposer que des choses que vous aimez. Parce que on a vite fait de voir des gens qui font ce qu'ils croient que l'autre aime ou ce qu'ils croient qu'ils doivent faire, enfin elle aussi, tout le monde. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de les recabler en leur faisant faire que des choses qui les intéressent. Et donc, je te propose un truc et toi, tu me dis j'aime pas, donc ça me permet, moi, d'identifier qu'est-ce qui est compatible, quelque part, en fait, qu'est-ce qui, dans ma planète érotique et dans la tienne, se recouvre. Et petit à petit, comme ça, on développe à la fois une culture de ce que nous, on aime. Je leur dis, c'est un peu comme glaner des Legos. En fait, ils glanent plein de petits Legos et comme ça, on se retrouve plus avec les 3 gros Legos, genre Prélie, Péné et Jacques, mais
plein de petits Legos sensoriels qui sont j'adore qu'on me frôle le creux du coude, j'adore qu'on me dise tel mot. Tout ça s'additionne et ça fait. Et aussi la chaleur de la pièce et la musique, tous les sens qui s'additionnent pour créer cette expérience dans laquelle mon système nerveux peut se détendre, se poser et kiffer. T'as déjà vu des prises de conscience hyper belles? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou pas? Tu vois, je réfléchis. Couples qui ont fait tes exercices et ça a été une révélation sur un sujet pour qu'on essaie de se rendre compte, tu vois. Ou ils ont découvert l'un et l'autre. En fait, on adore ça, c'est ça qui fonctionne, tu vois, pour que les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée précise de ce que ça peut déclencher comme discussion ou capacité après à faire mieux l'amour. Alors là, c'est pas à ça que je pense, mais je pense à un gars que ça a complètement débloqué, que je dise, en fait, le sexe à deux, ça se fait à deux et ça doit être du partage. Et la masturbation, c'est une variable d'ajustement, vraiment cool. Et en fait, ça a complètement, le truc a été solutionné en une séance, parce que du coup, ça a libéré cet espace à deux qui a pu devenir joyeux. Il y avait plus de place, du coup, pour l'écoute, et donc elle a pu plus prendre de place et dire ce qu'elle aimait, et lui, il a géré, il a vraiment fait ce travail donc ça répond pas complètement à ta question. Mais il a vraiment fait ce travail de dissociation de à quoi la masturbation pouvait répondre comme fonction, comme besoin. Parce que sinon, ils étaient braqués dans un truc de « moi, j'ai besoin tous les jours » et elle de « ah bah, il a besoin tous les jours, donc je dois y passer tous les jours ». Donc, c'était l'enfer. Et il y a plein de couples comme ça. Alors qu'en fait, à partir du moment où ça s'était réglé de son côté, effectivement, ça devenait une activité. Alors, pas parmi d'autres, mais une activité sympa à partager. À deux. À deux. Oui, c'était la dimension 2 qui n'avait pas compris. Oui, c'est ça. Et en fait, souvent, vraiment, se rendre compte que le sexe, ça peut être plus complexe que juste deux sexes, un pénis dans un vagin, quoi. Ça bénéficie à tout le monde et ça devient plus... Et aussi l'idée, la métaphore que je donne souvent sur la balade jusqu'au phare, ça parle aux gens aussi parce que ils se rendent compte à quel point c'est absurde de... En fait, souvent... Vas-y, donne-la pour que les gens comprennent cette balade. Donc, en gros, je leur dis, mais si, quand je vois qu'ils sont obsédés par l'orgasme, que s'il n'y a pas d'orgasme, c'est nul. Et que voire même, ils ont aucun plaisir pendant, mais que ça vise le but, quoi. Et qui recherchent pas du plaisir pendant. Moi, c'est ça qui me fascine, faire une activité. En gros, c'est juste, tu manges tout ton repas en n'aimant pas, mais en attendant le dessert, mange direct ton dessert mais du coup, c'est pas sympa pour la personne qui est au resto avec toi, parce qu'en fait, t'es saoulé d'être là, tu veux juste ton dessert. Donc, je leur dis, c'est comme si vous alliez vous balader, jusqu'à un phare, au bord de la mer, et à deux. Et puis, au milieu, il y en a une ou un qui a envie de faire demi-tour parce que, on s'en fiche, en fait, parce qu'elle a mal aux pieds, parce qu'elle a plus le goût, parce qu'elle est fatiguée. On va pas la traîner jusqu'au phare en disant, mais sinon, la balade, elle est ratée, elle est complètement gâchée, elle est nulle. On va juste faire demi-tour et dire, on y retourne demain. Et c'est sur le sexe, pourquoi cette espèce d'objectif-là. Alors, du coup, quand on fait ces exercices, ça permet aux gens de se rendre compte qu'en fait, pourquoi effectivement on fait toujours tout dans le même ordre avec cet objectif, et peut-être que, étant donné, quand on est jeune parent, qu'on a moins de temps, jeune ou vieux parents, avec nos vies très remplies, on n'a pas forcément le temps d'aller de A jusqu'à Z, ou le goût, et que peut-être on peut juste prendre certains éléments et se faire 3 minutes de mâchouillage de prépuce, de tétage de clitoris, et puis ça suffit. On n'est pas obligé pour appeler ça du sexe, d'avoir enchaîné un certain nombre de postures et de positions. En fait, déjà, se coller, se renifler, avoir la respiration qui s'accélère, avoir l'envie de se frotter un peu le pubis contre la jambe, c'est déjà du sexe, en fait. Et c'est déjà du sexe suffisamment bien si on n'a pas plus d'exigences que ce que la vie peut nous donner, en fait. Si on termine, c'était quoi l'objectif avec ton livre? Qu'est-ce que tu avais envie que ça déclenche chez les gens qui le lisent? Un peu un électrochoc, justement parce que c'est un des derniers tabous, c'est-à-dire que on parle des violences sexuelles, etc., mais il y a toute cette espèce de zone énorme de sexe non enthousiaste, voire de sexe forcé, qui est là, qui existe et qui est partout, et il faut que ça s'arrête. C'est pas possible, quoi, que ce soit pas abordé plus que ça. Est-ce que ton livre, tu voulais aussi mettre un petit peu un coup dans la fourmilière? Tu vois, tu le dis dans le début du livre que le monde médical aussi est à la ramasse avec la façon dont on traite la sexualité, qu'on s'interroge pas du tout sur le patriarcat, le sexisme, nos rôles genrés. T'avais aussi
tu leur mets un bon petit shot. Hein, oui, c'est vrai que ça s'adressait aussi beaucoup à eux. C'est-à-dire que je suis assez en colère. Ma colère, elle est très dirigée vers eux. En effet, eux, parce que je pense qu'on participe au problème. Dans le monde médical, général. Ouais. Parce que tu parles du DSM, qui est en psychiatrie la référence de toutes les pathologies qu'il peut y avoir, et la façon dont c'est décrit les pathologies liées au sexe sont et très particulières. C'est ça, et tous ces trucs qui renvoient au genre et du coup à une norme et qui foutent la pression aux gens sur ce qu'ils doivent être, sur ce qu'ils doivent faire, et qu'une femme c'est comme si et ça doit être pénétré, et un homme ça doit être pénétrant. Et en fait, on n'en sort pas si même les soignants perpétuent ce genre de représentation et laissent les femmes dans l'ignorance de leur anatomie, enfin voilà, si même les soignants qui font des formations de sexo ne sont pas formés à la physiologie du clitoris, au caractère systémique des problèmes de couple, du coup, on reconduit tout un tas de visions erronées de la situation des gens. Donc il y a beaucoup de progrès à faire du côté des soignants, ouais. T'as eu des retours depuis que ton livre est sorti? J'ai eu des retours de soignants qui étaient bien contentes que ça, enfin de soignantes essentiellement, qui en ont ras-le-bol aussi et qui en ont ras-le-bol que l'institution médicale soit, enfin en tout cas que la médecine soit pas plus biopsychosociale que ça, enfin que ça bouge pas assez et que ce soit encore très anatomico-biologique en fait, et que du coup on coupe le symptôme de son contexte et qu'il n'y ait pas de prise en compte du genre, enfin de ce que ça a comme impact, que le soignant soit une soignante ou un soignant, qu'il soit âgé, pas âgé, ce que ça a comme impact sur la santé sur le vécu du soin d'une patiente qui a 18 ans par exemple, enfin toutes ces questions-là qui sont jamais prises en compte. Voilà, toute la lecture féministe, qu'elle soit pas utilisée, comme si c'était le prisme d'analyse féministe qui soit jamais utilisé ou rarement utilisé par les soignants. Mais je veux dire, il y a un boulot monstre là. L'autre jour, j'étais chez l'ophtalmo. Le bureau, moi j'étais entre une énorme machine de je sais pas quoi, l'ordinateur du gars et le gars avec son petit strapontin roulant là, en face de moi. Et la porte était là-bas. Donc j'étais encerclée. Donc en fait, ça paraît bête, mais ça devrait aller jusque-là. Les dentistes devraient être au courant de la prévalence des violences sexuelles pour se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de faire un soin maltraitant s'ils revictimisent des patientes qui ont déjà peur des hommes dans leurs soins. C'est tout bête, mais en fait, c'est des choses comme ça. C'est aussi penser l'espace, c'est aussi que les soignants aient ça dans un coin de la tête, fassent un dépistage systématique des violences. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore, pas seulement chez les sexologues, en fait. Vous êtes la finalité. Enfin, vous recevez les patients à la fin quand vraiment ils ont trop de problèmes. Mais même les gynécos, enfin, je vois bien qu'il y a des patientes qui se sont envoyées. Les gynécos passent complètement à côté justement de cette dimension relationnelle qui cause le symptôme, par exemple. On espère que ça va aider à changer les mentalités, à arrêter de penser que c'est normal de faire l'amour sans envie. Et encore une fois, c'est très dur de dire non. Il y a plein de raisons. Enfin, c'est très compréhensible que ce soit dur de dire non sur ces sujets-là. Mais moi, je vois pas bien comment on peut se passer de bouger là-dessus. C'est-à-dire que je dis, alors encore une fois, c'est pas pour dire que tous les partenaires sont des cons, mais je dis, ça devrait être aux cons d'arrêter d'être cons, ça devrait être aux forceurs d'arrêter d'être des forceurs. Mais les choses étant ce qu'elles sont, déjà, nous, on a beaucoup les femmes en consultation, donc c'est avec elles qu'on doit bosser. Et si les gens bougent pas, c'est à nous de bouger. Et c'est très dur, mais en fait, on observe que quand on bouge les lignes, c'est-à-dire quand on tient mieux sa limite, en face, ça se réajuste et c'est pas toujours dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément un backlash, mais un mec qui se rend compte que ah oui, en effet, c'est pas normal et qui va réajuster ou tout simplement qui va se rendre compte que la façon dont il exprime sa frustration, en fait, est délétère et qu'il y a peut-être une autre manière de le faire qui va pas alimenter le cercle vicieux. Enfin, ça vaut la peine d'en parler et ça vaut la peine d'être plus affirmatif. Voilà. Je me dis, mais les mecs, quand ils débarquent dans ton cabinet, ils savent pas où ils ont mis les pieds encore. Ou je sais qu'on dit à leur femme, c'est très bien que tu ailles voir une sexologue parce que ça va pas bien. Tiens, j'en ai trouvé une sur Internet. Et ils viennent chez toi et ils disent, ah là là, quelle erreur. Oui. Et en même temps, ils captent le cercle vicieux. Et il y en a de façon, alors c'est un peu triste, mais ils voient les bénéfices qu'ils vont. Voilà, ils voient les bénéfices qu'ils peuvent avoir à foutre moins de pression. Parce que, alors c'est très intéressé, mais ils se disent, en fait, je vais avoir plus de sexe que pas du tout si je fous pas la pression. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Merci beaucoup, Maïs. Merci à toi. Merci, vraiment, je vous encourage encore une fois
Allez lire Corvée de sexe. Pourquoi les femmes se forcent encore ? Je sais pas comment dire autrement, mais tu ressors de là, c'est... T'as vraiment une façon d'écrire qui est géniale, donc merci. Trop bien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.